La question est, pourquoi pas? Pourquoi je travaillerais pas pour la NSA? Ça, c'est une colle. J'ai essayé d'y répondre. Disons que je travaille à la NSA et qu'on dépose un code sur mon bureau, un code réputé inviolable. Mettons que je tente ma chance et mettons que je le déchiffre. Là, je suis très content de moi parce que j'ai bien fait mon boulot. Mais c'était peut-être le code de l'emplacement d'une armée rebelle au Moyen-Orient ou en Afrique du Nord. Et une fois qu'on a repéré le lieu, on bombarde le village où les rebelles se cachent. Et 1500 personnes que j'ai jamais vues, qui ne m'ont jamais rien fait, sont tuées. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Gabriel Mbenda, je suis ingénieur informatique de formation spécialisé dans le domaine de l'intelligence artificielle, notamment sur la conception des solutions. Alors, cette scène culte du film Will Hunting, sorti je crois en 1998, est une scène qui va au-delà de ce qu'elle présente. Il faudrait bien la décortiquer, mais ici, dans ce que je vais présenter par la suite, c'est simplement vous montrer comment, à travers la technologie et aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, on est capable de vous manipuler à votre insu et parfois ça va très loin au détriment des États, jusqu'au niveau étatique. Et donc ce sera la suite de mon propos. Regardez, écoutez attentivement le reste de la vidéo car elle va vous permettre de mieux comprendre comment la technologie, la data surtout, qui est un carburant pour cette technologie qui est l'intelligence artificielle, un élément moteur, comment elle est capable de transformer des informations sans que vous ne vous en rendiez compte. Donc, sans plus tarder, commençons. Alors, juste avant de commencer, quelque chose que je souhaite signaler. Dans cette chaîne, je vais publier principalement des sujets autour de la data et de l'intelligence artificielle et parfois de temps à autre, mon quotidien dans le domaine de la technologie. Donc, si cela vous intéresse, déjà, abonnez-vous, likez et surtout partagez cette vidéo. Donc, commençons cette fois-ci. Commençons par la présentation des deux États. Dans un monde où les frontières s'effacent et où la technologie règne en maître, deux États s'affrontent pour le contrôle global. D'un côté, l'État X, une puissance technologique avancée où les algorithmes dictent les décisions et où l'intelligence artificielle est l'outil suprême de pouvoir. De l'autre côté, nous avons l'État Y, qui est une nation autrefois prospère, mais désormais vulnérable face à l'influence grandissante de son voisin. La stratégie de l'État X. Conscient de la puissance du big data et de l'intelligence artificielle, l'État X conçoit une stratégie complexe destinée à infiltrer les systèmes sociaux, économiques et politiques de l'État Y. L'objectif est clair, s'aimer la discorde et miner la confiance, mais de manière si subtile que le gouvernement de Y n'en soupçonnera jamais l'origine. Pour cela, donc, l'État X monte en place un département constitué de plusieurs profils, dont un chef de projet de la cellule en intelligence artificielle, un analyste en psychologie comportementale, un expert en intelligence artificielle et un expert, bien sûr, en IA et un chef de projet qui va couronner le tout. Imaginez ces personnes assises autour d'une table et menant un débat et chacun d'eux va apporter un élément de réponse dans la mise en place de la stratégie. Commençons donc par le chef de projet de la cellule en IA. Écoutez bien, voici ce qu'il peut dire ou pourrait dire. Nous avons accès à des quantités massives de données sur la population de l'État Y. Nos agents ont infiltré les plateformes sociales et collecté des informations détaillées sur les habitudes, les préférences, les craintes et les aspirations de leurs citoyens, en parlant des citoyens de l'État Y. Ainsi, nous allons être capables d'effectuer une analyse psychographique très complète des citoyens de l'État Y. Cette fois-ci, l'analyste en psychologie comportementale dit à son tour: nous avons identifié plusieurs points sensibles. Par exemple, les classes moyennes sont préoccupées par l'économie, en particulier par l'inflation et le chômage. En général, c'est ce qui est le cas. Les jeunes, quant à eux, sont particulièrement influençables par les mouvements sociaux et les causes environnementales. En ciblant ces deux groupes avec des messages spécifiques, nous pouvons, donc l'analyste en psychologie comportementale déclare, nous pouvons créer une vague de mécontentement synchronisée. Nous faisons cette fois-ci entrer et écoutons l'expert en intelligence artificielle. Voici ce qu'il lui dit à son tour. Nous pouvons aller plus loin en utilisant la théorie des graphes. Il dit qu'il a modélisé le comportement des citoyens de l'État Y en fonction de leurs interactions sur les réseaux sociaux. Chaque individu est un nœud, chaque relation une arête. En analysant les clusters d'influence,
il est capable, en tant qu'expert en intelligence artificielle, d'identifier les leaders d'opinion, les communautés cohésives et surtout les points de rupture potentiels. Un autre expert en IA, quant à lui, déclare « Si nous ciblons ces nœuds stratégiques avec des contenus polarisants, nous pourrons propager des idées conflictuelles à travers tout le réseau de manière exponentielle. La théorie des graphes nous permet de prédire non seulement qui influencera qui, mais aussi l'ampleur et la vitesse de la propagation. C'est un levier puissant pour déstabiliser la société de Y. » Ça, c'est ce que déclare donc l'expert en intelligence artificielle, le second expert. Cette fois-ci donc, maintenant, le chef de projet qui couronne tout le département déclare « Déployons donc une campagne en 3 phases. La première phase va consister à diffuser subtilement de fausses informations économiques pour accentuer les craintes concernant la stabilité financière de l'État Y. » Donc ça, c'est la première phase d'attaque. La seconde phase d'attaque sera de promouvoir des idéologies qui divisent parmi les jeunes, notamment en accentuant les tensions intergénérationnelles. Et ensuite, donc, la phase 3 sera de faire une amplification des discours anti-gouvernementaux pour miner la crédibilité des autorités locales. Tout doit être synchronisé pour maximiser l'effet domino. Et il rajoute ensuite que pour la phase 2, nous allons exploiter le fossé générationnel. Les jeunes sont déjà sensibles aux injustices perçues et à l'idée que les générations précédentes ont échoué à résoudre des problèmes cruciaux, comme par exemple le changement climatique. Nous allons amplifier ces sentiments en inondant les réseaux sociaux de contenus qui exacerbent ces différences. Des mèmes, des vidéos émotionnelles chargées et des articles qui accusent les générations plus âgées de s'accrocher au pouvoir au détriment des jeunes seront massivement diffusés. L'analyste en psychologie poursuit le chef de projet dans sa lancée en disant « Nous devons veiller à ce que les messages soient suffisamment subtils pour ne pas déclencher de méfiance, mais assez percutants pour créer une fracture visible dans les discussions. Les jeunes commenceront à remettre en question non seulement leurs aînés, mais aussi les institutions qui les soutiennent. » La stratégie étant mise en place, l'opération d'infiltration peut commencer. L'État X du gouvernement X déploie ses outils exploitant les failles dans les infrastructures numériques de l'État Y. Mais ce n'est pas une attaque brute, c'est une guerre de l'ombre où chaque mouvement est minutieusement calculé pour rester indétectable. À cet effet, pour la stratégie d'infiltration, on fait appel à 3 types de profils: un ingénieur en cybersécurité, un analyste de données et un chef de projet. Et voici donc le discours qui se tient entre eux. L'ingénieur en cybersécurité commence en disant « Nous avons identifié des failles dans les protocoles de sécurité de leur principale plateforme sociale, en parlant donc de l'État Y. Nous allons utiliser une attaque, il poursuit en disant « Nous allons utiliser une attaque de type man in the middle pour intercepter et altérer les communications entre les citoyens de Y. Cela nous permettra non seulement d'accéder à des informations sensibles, mais aussi de modifier les messages en transit pour introduire des éléments perturbateurs. » Alors, cette fois-ci, je vais juste préciser quelque chose. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce que veut dire une attaque de type man in the middle, imaginez un protocole lorsque vous envoyez un message à quelqu'un et en retour, effectivement, cette personne vous renvoie une réponse si vous avez posé une question. Sauf que avant que votre question soit envoyée à votre destinataire, il y a quelqu'un au milieu qui intercepte votre message avant, qui est capable de le modifier, de rajouter certains éléments en sa guise et par la suite de transmettre votre message à votre destinataire. Et de même, en retour, il fait la même chose lorsque votre destinataire vous renvoie la réponse ou son message. Voilà ce qu'on appelle en cybersécurité une attaque de type man in the middle. Vous croyez discuter directement avec votre destinataire, sauf qu'il y a quelqu'un entre vous deux qui intercepte et qui lit vos messages en clair et qui par la suite les retransmet à son bon vouloir. C'est ce que l'on appelle effectivement une attaque de type man in the middle. Poursuivons. Donc ça, c'est ce que l'ingénieur en cybersécurité préconise. Quant à l'analyse de données, lui, il précise que c'est lui donc qui parle. Nos algorithmes sont déjà en train de modéliser les réactions des utilisateurs en temps réel. Nous pouvons ajuster nos tactiques à la volée, amplifier les émotions négatives et réduire la visibilité des voix dissidentes. Nous allons également exploiter les systèmes de publicité ciblés pour diffuser nos messages de manière encore plus précise.
Voilà ce que préconise l'analyste de données. Cette fois-ci maintenant, le chef de projet poursuit en disant « Il est temps de lancer la phase 3 ». Donc la phase 3 en disant « Nous devons maintenant intensifier la polarisation, polariser les idées, utiliser les données pour cibler les leaders d'opinion locaux, leur faire croire que leurs opinions sont partagées par une majorité. Cela les incitera à prendre position publiquement, ce qui déclenchera un effet de contagion parmi les suiveurs. Nous devons, c'est le chef de projet qui continue à parler, nous devons les faire douter de leur gouvernement au point qu'ils appellent eux-mêmes à des actions de protestation. » Ce qui semblait au départ, donc pour finir, je précise que ce qui semblait au départ comme une simple tendance sur les réseaux sociaux devient un mouvement de masse. Les citoyens de l'État Y, une fois cette phase 3 donc déployée, les citoyens de l'État Y, inconscients d'être manipulés, se retournent contre leurs propres institutions. L'État X a sémé la discorde avec une telle subtilité que les victimes elles-mêmes ne réalisent pas qu'elles jouent dans un scénario écrit à leur insu. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ce scénario vous a édifié en termes d'information. Comment aujourd'hui des grandes organisations sont capables, avec la maîtrise des techniques que j'ai pu énoncer, maîtriser l'information et parfois la manipuler à votre insu et voire même créer des situations désastreuses pour certains États. Alors, je ne dirais pas ce que moi j'ai vécu personnellement parce que je pense que ce n'est pas le lieu. Mais disons que j'ai déjà pu voir ce scénario, ce type de scénario être mis en place. Mais pour l'heure, restons-en ici et parlons d'autres sujets pour la prochaine fois avec d'autres explications qui seront beaucoup plus édifiantes, qui iront beaucoup plus loin dans l'analyse. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner déjà, partagez encore une fois cette vidéo massivement et on se revoit à la prochaine.